Nous sommes le 5 mai 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem et nous commençons cette revue de presse, Daniel, par le développement politique majeur du jour. Benjamin Netanyahou n'a plus de mandat pour former la prochaine coalition gouvernementale. Oui, Lana, comme le veut la loi, hier à minuit, le Premier ministre a rendu ce mandat au président de l'État, Reuven Rivlin, sans même aller à la présidence. Et le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette à ce développement. En lo mandat. Il n'a plus de mandat, titre le grand quotidien israélien, qui précise que le centre de gravité va se déplacer donc à nouveau vers la présidence de l'État à Jérusalem et l'on estime que Reuven Rivlin devrait confier à Yair Lapid le nouveau mandat. Yair Lapid qui devrait alors proposer à Naftali Bennett d'être le premier à la tête du prochain gouvernement. La manchette du Israël Hayom nous montre justement ces deux hommes politiques, les deux anciens frères qui détiennent les principaux atouts pour former un gouvernement, Lapid et Bennett. Mais pour le grand quotidien gratuit, l'imbroglio politique n'est toujours pas réglé, il ne fait que recommencer. Dans l'entourage de Reuven Rivlin, on promet d'agir très vite et de confier le mandat à celui qui aura le plus de chances de former un gouvernement. Pour le Haaretz, le président va confier le mandat à Lapid en sachant que c'est Bennett qui sera le premier ministre d'un gouvernement de rotation. Alors l'occasion de se pencher, Daniel, sur les scénarios possibles ou plausibles. Oui, pour les connaître, il faut ouvrir la page 2 du Israël Hayom. C'est Mati Tourfeld qui énumère les cas de figure probables. Première option et option préférée du président Rivlin, il mandaterait donc Yair Lapid. Seconde option, confier le mandat à Naftali Bennett qui tenterait alors de former un gouvernement de droite. C'est le scénario qui a été envisagé hier par la direction du Likoud qui semblait prête à recommander Naftali Bennett afin de barrer la route à Lapid. Mais Bennett a refusé de prendre l'engagement de ne pas former autre chose qu'un gouvernement de droite et au Likoud donc on s'est rétracté. Troisième option, le président Rivlin pourrait décider de confier le mandat à la Knesset, c'est l'option la moins probable. L'expérience du passé a prouvé qu'elle n'aboutissait pas et qu'elle conduisait ouvertement à de nouvelles élections législatives. Enfin, quatrième option justement qui ressurgit mais qui n'interviendra que si Lapid ou Bennett se retrouvent sans coalition, la tenue de ces fameuses 5e élections. Mais hier, Daniel, on a vu le Likoud plus préoccupé par le dépôt de multiples projets de loi que par la formation d'une coalition. Pour quelle raison ? Comme nous l'ont expliqué les journaux télévisés hier soir en détail, parce que le Likoud veut laisser, on pourrait dire, des mines législatives explosives à ceux qui vont former la prochaine coalition, en l'occurrence Naftali Bennett et Yair Lapid, une série de projets de loi qui risquent de nuire au fonctionnement de la prochaine coalition. Seulement, même le Likoud n'a pas pu aller jusqu'au bout de son plan, qui était d'enclencher une réforme du système électoral avec la tenue d'élections pour le poste de Premier ministre au suffrage universel direct et le projet a donc pour l'instant été mis de côté. Un développement qui inspire en tout cas les éditorialistes ce matin dans la presse israélienne. Oui, Ben-Dror Yemini écrit ce matin en première page du Yediot Aharonot que les chefs de file du Likoud sont en colère contre Netanyahou. Il est en train de nous conduire dans l'opposition alors que le Likoud a remporté les élections et que la droite peut disposer d'une large majorité. La droite, mais pas Netanyahou, précise Ben-Dror Yemini. Yehuda Schlesinger dans le Israël Hayom écrit que du point de vue de la droite, la meilleure option est celle d'un mandat présidentiel qui serait attribué à Naftali Bennett qui pourrait alors former un gouvernement de droite. Seul problème, Sahar ne voudrait pas voir Bennett former un gouvernement dans lequel pourrait se trouver Benjamin Netanyahou. Pour Mati Tourfeld, le président va confier le mandat à Lapid parce que Lapid fait le jeu de celui qui est considéré comme le proche ami de Reuven Rivlin, à savoir Gideon Sa'ar. Un Gideon Sa'ar qui n'a qu'une seule exigence, ne pas voir Netanyahou dans le prochain gouvernement. Voilà ce que l'on peut lire ce matin sur l'imbroglio politique. Et revenons à présent, Daniel, sur la tragédie de Méron. Alors, au lieu de nous pencher à nouveau sur les responsabilités des uns et des autres, vous avez choisi ce matin d'insister sur des gestes de générosité dont on a pu être témoin, en tout cas que relate la presse, les sites d'information et les réseaux sociaux israéliens. Oui, énormément de gestes de solidarité, des gestes particulièrement émouvants, comme celui de Mahmoud Abou Adam, cet arabe israélien qui habite à 10 minutes de Méron et qui, après la catastrophe, a ouvert sa maison aux pèlerins qui fuyaient l'endroit. Je n'ai fait que ce que je devais faire, affirme-t-il.
Et puis les médias mentionnent le geste très généreux d'un couple d'Israéliens, la famille Nart, qui a décidé de verser à chacune des familles des 45 victimes 18 000 shekels, soit un total d'environ 1 million de shekels. Le Israël Hayom nous révèle que les élèves d'une école de la Harava dans le sud du pays ont décidé d'acheminer des caisses de légumes et de fruits aux familles des victimes. Et puis l'on ne compte plus le nombre de témoignages recueillis sur les réseaux sociaux sur des laïcs de Tel Aviv qui sont allés présenter leurs condoléances chez les familles orthodoxes des victimes de la catastrophe et qui en sont revenus impressionnés par la foi qui les a animés. Il était important de le souligner également ce matin afin de constater que dans l'État d'Israël d'aujourd'hui, les fameux Yaron London qui affirment ne rien ressentir de particulier après un tel drame ne sont que de misérables individualités et que le sentiment d'unité est bien plus fort qu'il n'y paraît. Et puis changement d'ambiance à présent, et pour terminer avec le journal Haaretz qui dans son édition de ce matin semble accuser les soldats de Tsahal de manquement à l'éthique et à la morale. Alors de quoi s'agit-il, Daniel ? Eh bien oui, Ilana, cela peut paraître étonnant, mais c'est vrai. Dimanche, vous le savez, nous l'avons dit, dimanche, une Palestinienne de 60 ans a tenté de poignarder un soldat au carrefour du Gush Etzion. Les soldats qui patrouillaient sur place ont immédiatement réagi et ont abattu la Palestinienne. Eh bien ce matin, le Haaretz pointe un doigt accusateur en direction des soldats. Oui, des soldats, pas de la Palestinienne. Et le journal estime que cette réaction a été une démonstration, je le cite, disproportionnée de la part des soldats armés jusqu'aux dents face, a écrit le Haaretz toujours, à une Palestinienne âgée et faible. Pour le Haaretz, cette utilisation de la force face à cette Palestinienne est au contraire une démonstration de faiblesse de la part de Tsahal et elle va à l'encontre de ce que le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, avait prôné lors de son fameux discours devant le mur occidental sur le fait que les soldats israéliens doivent être un modèle d'excellence citoyenne. Voilà donc la morale révisitée par le quotidien Haaretz, ce quotidien d'extrême gauche israélienne. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.